Bonjour, je suis Hassania Elusfi, coach de dirigeants et d'équipe en entreprise. J'accompagne les entreprises dans le développement des programmes de leadership et contribue à la croissance des hommes et des femmes qui la constituent. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Madame Saskia Van Huffelen, corporate vice-présidente pour la zone Benelux chez GFI, fournisseur français et services IT et réseau TIC. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous rejoindre à notre chaîne CEO Talk, née d'une collaboration entre Talentech Coaching et Swiss Leader Group. Je vais présenter Madame Huffelen a une longue carrière dans le secteur informatique, notamment chez plusieurs grandes marques, Xerox, Compaq, HP et Bull. Elle a occupé le poste de CEO à Ericsson Belux. Elle est auteure de 2 livres, Iedereen Baas, Tous patrons et Durven we mogen. Donc c'est Oser pour le lendemain. Aujourd'hui, nous voudrions nous inspirer de votre expérience, connaissant votre intérêt pour le leadership de demain. Je voudrais discuter cette période d'incertitude qui dure dans le temps et qui impose de grands défis aux leaders d'aujourd'hui. Comment peuvent-ils non seulement défier cette époque que nous appelons de never normal, mais aussi en tirer des leçons? Comment peuvent-ils soutenir leurs équipes, les mobiliser et leur permettre de naviguer dans un environnement incertain? Voici ma première question. Comment vivez-vous personnellement ce changement auquel nous sommes confrontés, et ce depuis mars 2020? Merci pour la longue introduction, Hassania, et je vais effectivement partager mes expériences, mais aussi d'essayer de le placer dans un cadre qui est quand même un peu plus complexe. Personnellement, comme je dis souvent, il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Et je m'explique, et j'avais mis dans mon livre, dans le dernier livre, There for Tomorrow, j'espère que les gens au niveau de leaders dans les sociétés ne vont pas attendre qu'on a une vraie guerre pour les motiver d'accepter qu'on doit changer. Et on doit être d'accord qu'on vit une guerre, mais une guerre où les bâtiments sont encore là, les routes sont encore là, et la technologie est encore là qui nous permet d'avoir cette conversation telle qu'on a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, dans une guerre, dans une crise, il faut s'adapter. On est obligé de s'adapter et beaucoup d'excuses ne seront plus valables. Et je donne un exemple au niveau du système d'éducation. En Belgique, on a toujours dit on peut pas faire du éducation online parce que les bâtiments sont pas bons, parce que la technologie n'est pas bonne, parce que les parents ne veulent pas, les instituteurs et les institutrices ne sont pas prêts. Et soudainement, les excuses ne sont plus valables et on est obligé, on s'adapte pour donner de l'éducation online. Ben, pour répondre à votre question, moi je suis assez heureuse parce que il y a beaucoup d'excuses que finalement les gens arrêtent de les mentionner. Je travaille pour une société en international avec une structure française, parisienne. Bon, au niveau de leadership, Paris est assez hiérarchique. On doit être tous au 7e en costume cravate dans la salle pour faire une réunion. Et si on est comme ça, on a bien travaillé. Aujourd'hui, on a l'opportunité que ça sert à rien d'aller 1 heure à Paris pour une réunion d'1 heure à Paris. Donc, on est accepté de faire des réunions à distance. Pour moi, c'est fantastique parce que ça peut pas seulement augmenter l'efficacité de ma journée professionnelle, mais aussi de travailler un peu de nouveau sur l'équilibre privé professionnel, parce que si mes vidéocalls sont terminés à 7 heures du soir, à 7h01, je suis à la maison. Et donc, honnêtement, mon cœur est avec les gens qui sont physiquement infectés, bien évidemment, mais moi, personnellement, je vois beaucoup d'avantages dans ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas pour cette réponse, et je suis contente d'entendre que c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de ce que vous voulez et que vous le vivez très bien, et que je suppose que beaucoup profitent de cet avantage de ne pas se déplacer. Et donc, je voudrais vous demander quelque chose donc, par rapport à cette crise que nous vivons. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez dû prendre dans un moment de crise, vu votre expérience? Il y a 2 éléments. Il y a dans crise, humain, hein, physique ou même mental.
et il y a crise financière. Je crois que je vais essayer de répondre dans les deux sens parce que c'est pas la même situation. Dans la première partie, au niveau de l'impact du virus physique, c'est de oser décider d'une façon noir-blanc. Je m'explique. On peut pas un petit peu rencontrer des gens. Ou bien on rencontre des gens, ou bien on les rencontre pas. Mais donc de devoir prendre une décision qui est assez drastique et noir-blanc, pas seulement pour moi, mais pour toute la famille, hein, on a plusieurs enfants. Oui, donc ça veut dire pas voir les copines. Oui, donc ça veut dire pas voir les copains. Et nous, comme parents, on doit être cohérents avec les décisions qu'on prend pour eux. Ça, pour moi, était très difficile parce qu'on leur empêche quand même d'être un peu enfants et on les empêche quand même de voir un peu, de pouvoir faire les bêtises telles qu'ils veulent les faire sur l'âge qu'ils ont. Hein. Et ça, c'était pas évident, mais c'était important. On a eu des discussions. Oui, mais enfin, je resterai à 1,5 m, je resterai dehors. De quand même insister, de dire non, je dois avouer que c'était pas évident. Au niveau d'impact économique, c'est et ça on vit encore aujourd'hui, c'est de continuer à insister aux gens, aux équipes, de faire le next step en sachant qu'ils sont très fatigués. Hein. Je crois qu'on le sent tous, mais le soir, mes oreilles, ça fait quand même, ils sont bien chauffés avec ce headset. C'est pas moins physiquement moins intensif qu'une réunion physique. On n'a pas les briques entre les réunions, hein, on va de vidéo call à vidéo call à vidéo call. Donc les gens sont fatigués. Mais même qu'ils sont fatigués, ben, les défis sont pas moindres. Donc oui, il faut aller voir les clients. Enfin, il faut contacter les clients. Il faut être customer centricity. Il faut être ouvert au changement. Cher people manager, faut trouver une autre façon de leadership. Donc d'un côté, je dois les stimuler, je dois pousser, je dois garder la pression. Et de l'autre côté, je rends compte que même pour moi, les équipes sont fatiguées. Donc, comment trouver une bonne, ou garder une bonne équilibre avec les résultats court terme, économiques, et quand même sachant que l'élasticité dans l'organisation est un peu sous pression. Oui, voilà, donc merci. Et donc, quel a été votre défi? Quel est votre défi de tous les jours? Donc, vous dites que vous devez les motiver, vous devez les stimuler, prendre des décisions. Et donc, quel est votre défi au quotidien? Donc, c'est… Heureusement que j'ai décidé de faire, de quand même faire 2 semaines de non connectées, hein. J'ai encore une semaine. Mais le défi, c'est de trouver une nouvelle équilibre, hein. Comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que je suis à la maison. Donc j'ai plus le trajet, le temps perdu, et cetera, et cetera. Je suis là tous les soirs, même si je fais des sessions online, et cetera, mais je suis là tous les soirs, ça change quand même. Mais il faut trouver, et moi je n'aime pas vraiment le mot work-life balance parce que balance veut toujours dire que ça doit être 50-50 et ce n'est pas nécessairement pour toutes les personnes 50-50, hein. Il y a des gens qui sont heureux avec 60-40. On est tous différents. Donc moi je préfère de parler d'une harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et la harmonie en pourcentage peut être différent, mais on doit retrouver une nouvelle harmonie. Est-ce que, bon, maintenant c'est l'hiver, mais en été, c'était facile. Je prends 1 heure, je vais faire un petit tour et je me remets Donc, le grand défi, c'est oui, de retrouver une meilleure équilibre adapté pour ma personnalité, mon travail et ma vie privée. Voilà, donc, et en même temps d'assurer des résultats et des choses comme ça. Donc, c'est cet Ah oui, ça équilibre. se négocie pas, Oui, ça c'est ma responsabilité. OK, je passe à la question suivante. Donc, que ce soit réussite ou échec, tout repose sur le leadership. Pourriez-vous nous parler de votre style de leadership qui a mené à une réussite et où
à faire face à une période difficile, quel enseignement en avez-vous tiré? Donc, avez-vous un exemple à nous donner par rapport à quelque chose donc, que vous avez manifesté par rapport à... Pour l'organisation en Belgique, donc moi je suis quelqu'un qui est, je suis pas ingénieur. J'ai pas fait des écoles de leadership en éducation, hein, donc self-made woman, on peut dire. Mais j'ai toujours dit, comme je travaille dans le secteur de l'informatique et de la technologie depuis longtemps, la diversité a toujours été quelque chose, toujours été un défi. Hein. Maintenant, heureusement, on était 6 enfants et j'ai 5 frères. Donc, la diversité au niveau de gender, bon, je veux dire, dès que mon éducation, je savais déjà comment travailler avec une culture plus masculin que féminin. Et donc, si je vois un peu le fil rouge dans ma carrière, ça n'a pas été sales ou marketing, mais ça a été comment gérer le changement. Je m'explique comment être intégré comme femme, à ce moment-là encore jeune, dans une équipe homme qui ne comprenait pas qu'il y avait des femmes qui pouvaient être ventes au niveau du secteur d'informatique. Hein. Les femmes étaient pour faire l'administration et le secrétariat. Le changement d'une société qui vendait des produits compacts et qui devrait alors s'évoluer vers des services, hein, les souris grises qui étaient au moment du merge de compact et digital. Les défis au niveau de développement international, les cultures dans les différents pays. La France comme culture, Paris n'est pas la même chose que la Flandre, la Wallonie n'est pas la même chose que les Flandres non plus. Donc ça a toujours été gérer le changement. Et maintenant, je ne fais que ça. Et pour donner un exemple concret, l'année passée, j'ai commencé en septembre 2019 chez GFI, Inutum maintenant. Et l'objectif était de remplacer ou de succéder le management team en Belgique. Hein. Et la façon que je l'ai fait, c'est j'ai pris une équipe très jeune au niveau très jeune au niveau d'âge, mais aussi très jeune au niveau d'expérience leadership. Bon, moi, je ne savais pas qu'on allait avoir la période de mars jusqu'à maintenant. Mais la diversité dans l'équipe et la culture au niveau de gestion de management était assez flat. Et donc, tout le monde pouvait donner sa suggestion hein, pour gérer la société pour le futur. Et ce que je décris dans mon livre, les 7 étapes de développement, comment adapter une structure et de le créer prêt pour demain, hein, je l'avais déjà entamé fin de l'année passée. Donc, j'avais démarré une équipe en janvier après quelqu'un qui avait géré la boîte pendant 37 ans. Et puis, entre septembre et janvier, ils ont commencé. Quand je vois comment ils ont géré la période qui n'était pas planifiée, comment ils ont vraiment travaillé comme une équipe soudée, même s'ils n'étaient pas, comment ils ont pris en considération l'importance de leurs collègues. Il y a quelqu'un qui vit là-bas, mais il vit seul, je vais peut-être visiter, on va lui donner, préparer à manger, on va distribuer, on va. Et si je vois les résultats de l'année, ils ont, je crois que, enfin, ils sont dans le top 3 au niveau des meilleurs résultats du groupe, vis-à-vis du budget, ce qui n'est pas donné non plus. Et donc, je crois que d'avoir choisi une équipe qui n'était pas nécessairement une équipe prouvée, engagée sur leurs expériences du passé, mais sur le potentiel du futur, a été un bon choix. Et bon, moi, je peux faire un peu de mentor, hein, je peux suggérer: «Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que» bien évidemment, the picture doit être complet, mais je suis très satisfaite que j'ai quand même insisté sur une période très court terme. Je connaissais pas vraiment le groupe, je connaissais pas vraiment la culture, ni en Belgique ni en France.
mais que j'ai quand même insisté sur le human capital de demain Oui. et d'avoir mis une équipe avec beaucoup de potentiel, mais peut-être pas encore tout à fait l'expérience du passé. Et quel a été l'ingrédient pour vous, si vous devez dire un mot, quel était l'ingrédient pour Euh, maintenir cette équipe dynamique et oui, comme j'ai dit, le potentiel, c'est le potentiel. c'est ou passion, c'est d'être passionné par travailler ensemble. Oui. Si on est passionné de travailler ensemble, le défi, c'est un petit truc, quoi. Oui. Si on n'est pas passionné, ça va être très difficile. Et si on n'est pas passionné à travailler ensemble, on a ce qu'on a dans beaucoup de sociétés, on a beaucoup d'individus qui essayent de tuer l'autre et que finalement, l'équipe ne fait pas ses résultats. Donc, passionné par travailler ensemble. Voilà, donc super. Donc ça nous ramène à la question suivante. Donc, quels sont pour vous, en général, les leviers pour maintenir une équipe impliquée, responsable et motivée dans une période d'incertitude et d'instabilité? Voilà, donc je pense que, vu votre carrière, vous avez dû passer des choses. Donc, comment maintenir, quels sont les leviers pour maintenir une équipe impliquée, responsable? Ouais. Mais je crois qu'on sous-estime, hein. On dit toujours qu'on vit en crise maintenant et que il y a encore beaucoup de gens, qui disent: «Quand est-ce qu'on va de nouveau, pouvoir retourner au bureau? Quand est-ce qu'on peut aller back to normal?» Hein, il y a plus de back to normal et moi je m'imagine pas, mais c'est ce que j'essaye déjà de dire depuis 2011-2012, hein. 2011, j'ai été nommé depuis 2011, je suis nommé par le gouvernement fédéral belge et la Commission européenne pour, aider d'exécuter l'agenda numérique, d'une façon efficace et sécure, localement. Donc, Bon, 2011, on n'avait pas encore l'internet et on parlait pas encore de self-driving cars et digital n'était pas encore, c'était encore ICT skills. Donc on a quand même déjà fait un peu de progrès. Mais ce que les gens sous-estiment un peu, c'est que c'est pas une question de transformation ou une période d'incertitude. Il faut qu'on s'imagine qu'on est dans un flow constant de changement. Donc, quand les gens demandent quand est-ce que le changement va s'arrêter, quand est-ce que l'incertitude va s'arrêter, ça ne va plus s'arrêter. On doit vraiment se mettre dans la tête, dans le cadre, dans le point de référence, c'est un changement constant. Et si c'est un changement constant, ça veut dire que ça fait partie du nouveau leadership style qu'on doit y avoir. On va gérer constamment des changements. Et donc, cette période à ce niveau-là n'est pas unique. Le changement est peut-être, pour certains, hein, qui n'avaient pas encore la maturité d'un monde connecté et des évolutions au niveau de la culture sociétale, ben, ils se réveillent maintenant soudainement et pour eux, c'est un changement drastique. Mais il y a plein de sociétés, plein de cultures au niveau des équipes qui sont déjà en maturité, niveau de maturité assez élevé et que pour eux, tout ce qui se passe maintenant n'est qu'une confirmation de ce qu'ils avaient envisagé, peut-être une confirmation qui change plus vite, qui évolue plus vite, mais c'est pas tellement surprenant, hein. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, au niveau de comment est-ce qu'on garde les équipes engagées, c'est d'arrêter de penser d'une façon hiérarchique. Si on veut vraiment travailler dans une société connectée, il faut pas gagner des points au niveau de la diversité, il faut avoir une culture inclusive. Si on veut avoir une équipe engagée, ça veut dire qu'il faut pas avoir un leadership de contrôleur, spreadsheet, PowerPoint. Moi, je suis au 7e, je suis meilleur. Et celles qui sont en dessous, il y a encore beaucoup à faire, ou ils vont jamais réussir. Non, tout le monde est CEO de ses responsabilités individuelles. Tout le monde est CEO. Il n'y a pas un CEO et puis des troupes derrière. Tout le monde est CEO de ses responsabilités professionnelles. Et ça demande un changement au niveau de leadership, mais ça demande aussi un changement au niveau d'individu. On a dans une structure qui a été historique et très controlling, les gens ont arrêté de réfléchir parce que le chef disait ce qu'ils devaient faire, ils ont exécuté ce que le chef a dit. Et maintenant, on les demande de réfléchir de nouveau. Attends,
il faut comprendre que c'est pas évident et que dépendant de la maturité dans l'organisation, c'est certainement pas évident. Donc, je m'inquiète un peu au niveau des actions qu'on va prendre vis-à-vis du leadership, vis-à-vis du people management. Parce que si on a une structure d'hier où on avait un responsable et puis des gens qui s'occupaient au niveau de team leader, mentor, coach, de people manager, quoi que la fonction peut s'appeler, et puis les restes des troupes, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les individus disent, mais attends, moi j'aime bien ça, ce home working. Et hier, c'était pas possible, mais moi je vais insister qu'on le garde. Et puis entre les deux, on a une couche de people management qui vont dire, attends, moi je le veux au plus vite au bureau. Donc on va avoir des frictions. Et donc si on prend vraiment pas tout ce qui est le layer in between au sérieux, il y a peut-être des gens qui n'ont plus les bonnes compétences, qui avaient des bonnes compétences pour jouer le rôle de people manager d'hier, mais qui n'ont pas le sentiment empathique, qui ne peuvent pas être inspiring online. Il faut motiver les gens online, il faut les engager, il faut les demander de participer dans une culture intrapreneurship. Si tu as été juste controlling en disant je lis le PowerPoint, je prends les chiffres et là, ne parlons pas au niveau de employee engagement, ça ne va jamais fonctionner. Donc, le levier pour moi, c'est les gens. Le levier pour moi, c'est la culture. Le levier pour moi, c'est d'engager, de oser réétudier si toutes les personnes sont encore avec les bonnes compétences à la bonne place. Et je n'ai pas dit qu'on devrait se séparer de certains gens, je dis juste qu'il y a certains gens qui ne sont plus à la bonne place avec les bonnes compétences pour demain. Merci en tout cas pour cette réflexion qui est vraiment donc c'est cette forme d'adaptabilité, de réflexion et d'analyse de la situation pour pouvoir répondre à ce changement qui devient permanent. Merci, merci pour cette réflexion. Et donc pour clôturer, je voudrais juste vous poser la dernière question. Quels seraient les 2 mots-clés que vous donnerez comme conseil pour surmonter cette crise? Donc, 2 mots pour les CIO, donc, pour vous. Je crois que ces 2 mots, mais je vais les expliquer. Les 2 mots seront lifelong learning. Hein, lifelong est un mot et learning est un autre mot. Parce que je crois on peut pas oublier que la façon qu'on gérait les sociétés et qu'on gérait les équipes, on peut le faire, on peut continuer à le faire, on peut pas continuer à tirer sur l'élastique, toujours faire plus avec moins de coûts. L'élastique, à un certain moment, il va casser et normalement, il casse toujours dans le visage et ça fait mal. Voilà. Donc, il faut lifelong, ça veut dire qu'il faut réfléchir long terme. Oublie les trimestres. Et je ne peux que demander aux gens qui font les analyses financières pour les sociétés de faire la même chose. On crée un comportement complètement à l'envers si on continue à réfléchir sur le court terme. Et je comprends aussi bien que pour les gestionnaires, c'est mon bonus est payé fin des trimestres. Mais est-ce que c'est ma responsabilité de travailler pour mon bonus ou est-ce que c'est ma responsabilité de travailler pour le mieux de la société? Et la même chose pour la politique, hein, c'est mes votes à moi. C'est court terme. Est-ce que c'est tes votes à toi ou c'est de prendre la responsabilité de mener ces pays vers quelque chose qui est bon pour nos enfants et nos petits-enfants? Donc, premier, c'est lifelong, c'est constant, mais c'est long terme. Et puis le learning, c'est un peu, est-ce que j'ai encore les bonnes compétences pour être opportun pour le marché d'emploi de demain? Et donc, si je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, je suis ouvert à un nouveau défi et j'ai plein d'expérience, il n'y a personne dans le marché qui est en train d'attendre d'un ancien VP comme moi qui gérait le Benelux. C'est pas les expériences d'hier qui vont nous aider dans des sociétés. C'est les expériences de demain. Donc, tout le monde doit parler le langage numérique. Artificial intelligence n'est pas quelque chose pour le département IT. Tout le monde doit comprendre les grands concepts, pas comme un ingénieur, mais les grands concepts au niveau d'intelligence artificielle.
Et les compétences au niveau de leader, c'est plus gérer top-down, mais c'est d'inspirer, c'est de changer la culture d'un controlling culture vers un intrapreneurship culture. Il faut être un manager qui est fainéant, qui ne veut rien faire, mais comment est-ce qu'on peut stimuler la créativité et l'innovation dans ses équipes? Donc, pour moi, c'est long terme et apprendre à se changer d'autres compétences parce que c'est pas le passé qui va nous aider dans le futur. Merci Madame Van Huffelen pour ces réflexions très intéressantes, vraiment très intéressantes et vraiment, si on clôture, c'est vraiment développer une entreprise apprenante qui ne se brouille pas dans les détails, donc de voir un peu plus loin. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au À vous revoir. aussi et bonne santé avant tout. Merci, merci.